Ma grand-mère m'a légué une maison en ruine dans un village comme héritage, tandis que mon frère a reçu un appartement de 3 pièces en plein centre de Paris. Mon mari m'a traité d'incapable et m'a mise à la porte. Je suis partie au village et, en entrant dans la maison, j'ai été stupéfaite. Mais avant de continuer, écrivez en commentaire depuis quel pays vous regardez cette vidéo. Bonne lecture. L'air était si lourd qu'on aurait pu le toucher. Olga sentait l'angoisse monter, lui serrer la poitrine à chaque battement de cœur. Le bureau du notaire était étouffant, imprégné d'odeurs de vieux papiers et de moisis, comme si seuls les fantômes du passé y vivaient encore. L'homme de loi, sec et vêtu d'un costume strict, s'éclaircit la gorge, réajusta ses lunettes et lut le testament de Maria Steanovna, leur grand-mère. Antoine, le frère aîné d'Olga, était assis à côté d'elle, affalé sur sa chaise, un sourire narquois au coin des lèvres. Il avait toujours été le chouchou de leur grand-mère, un homme d'affaires prospère installé à Paris. Olga, discrète et réservée, travaillait comme bibliothécaire. Elle s'était toujours sentie invisible à côté de lui, comme une ombre dans sa lumière éclatante. L'appartement situé à l'adresse suivante est légué à mon petit-fils, Antoine Sergeyevitch, lut le notaire d'un ton plat, comme s'il annonçait une condamnation. Antoine haussa un sourcil triomphant et jeta à Olga un regard bref, presque méprisant. Elle se força à garder son calme, mais bouillonnait à l'intérieur. Elle savait que sa grand-mère l'aimait moins, mais elle espérait encore un minimum de justice. Et la maison située dans le village de la Rivière-Basse, avec toutes ses dépendances et ses terres, est léguée à ma petite-fille, Olga Sergeyevna. Le sang quitta le visage d'Olga. La Rivière-Basse? Une vieille bâtisse qu'elle n'avait vue qu'enfant. Il devait y avoir une erreur. Que faire d'une masure qui tombait en ruine? Antoine éclata de rire. Eh bien Olga, au moins tu as eu quelque chose. Fallait pas espérer mieux de mamie. Tu vas faire quoi avec ça? Couper du bois? Olga resta muette, la gorge nouée par l'humiliation. Pourquoi sa grand-mère lui avait-elle fait ça? Pensait-elle qu'elle ne méritait rien de plus qu'une ruine perdue au fin fond de la campagne? Une fois le testament lu, tout s'enchaîna vite. Antoine, ravi, s'éclipsa en lançant par-dessus son épaule. N'oublie pas de vendre cette épave avant que les impôts ne te bouffent vivante. Le notaire remit à Olga les documents et les clés. Elle quitta le bureau, sonnait. Dehors, son mari, Igor, l'attendait, l'air fermé. Alors? Demanda-t-il sans même la saluer. Elle lui raconta ce que le notaire avait dit. Igor l'écouta, les sourcils froncés, puis explosa. Une maison à la campagne? Tu plaisantes, j'espère? Olga, t'es capable de faire quelque chose d'utile un jour? T'es un vrai fardeau. Un appartement à Paris, ça c'était une chance. Mais toi? T'as hérité d'un tas de ferrailles. T'es vraiment une ratée. Ces mots lui firent plus mal que les moqueries d'Antoine. Elle avait toujours essayé d'être une bonne épouse, de le soutenir. Mais il ne voyait en elle qu'une femme faible, inutile. Igor, s'il te plaît, tenta-t-elle. Assez. J'en ai marre de toi. Prends tes affaires et dégage. J'en ai fini avec toi. Le monde s'effondra autour d'Olga. Seule. Sans argent. Sans aide. Juste des clés pour une vieille maison dans un village oublié. Des larmes lui montèrent aux yeux, mais elle les retint. Elle ne lui montrerait pas sa faiblesse. Elle fit ses bagages et quitta l'appartement qu'ils louaient ensemble. Elle ne savait ni où aller ni quoi faire. Une seule idée lui traversait l'esprit, fuir au plus loin de cette trahison. Sans réfléchir, elle acheta un billet de bus pour la Rivière-Basse. Peu importait ce qu'il y attendait. Elle voulait juste partir, se cacher, recommencer. Le trajet fut long, épuisant. Le car cahotait sur des routes défoncées. Par la fenêtre, les paysages gris défilaient. Olga regardait dehors, fuyant ses pensées sombres. Elle se souvenait de sa grand-mère, de ses yeux doux, de sa voix paisible. Peut-être y avait-il dans cette vieille maison quelque chose qui l'aiderait à se comprendre, à trouver sa voie. À l'arrivée à la Rivière-Basse, la nuit tombait. Le village l'accueillit dans un silence glacé. Les maisons étaient penchées, décrépites. Le temps semblait s'être figé. Olga descendit du bus, observa les alentours. Au loin, elle vit la vieille maison, noyée dans un jardin envahi. Elle paraissait sinistre, abandonnée de tous. Tirant sa valise derrière elle, Olga s'approcha. Son cœur battait fort. Elle se sentait perdue, vulnérable. Que trouverait-elle ici? Une réponse? Une chance? Une raison de vivre? Elle fit le tour de la maison. De l'extérieur, elle avait tout d'un spectre du passé. Peinture écaillée, volets qui pendaient, cour envahie. Tout respirait l'abandon. Mais en entrant, elle fut saisie. L'intérieur était propre.
Rangé. Comme si quelqu'un avait pris soin des lieux malgré les apparences. Rien dans la maison ne semblait abandonné. On avait plutôt l'impression qu'elle attendait son heure. L'air sentait la poussière et le vieux bois, mais pas l'humidité. Les meubles étaient solides, bien entretenus. Au mur, des photos jaunies montraient des visages qu'Olga ne reconnaissait pas. Elle sentait la présence de son histoire, de sa famille, comme si les souvenirs l'observaient. En explorant les pièces, Olga repéra un petit placard au fond de la maison. La porte, bien dissimulée dans le mur, résistait. Il fallut forcer la serrure rouillée. Les gonds grinçants résonnèrent, lui arrachant un sursaut. Mais ce n'était pas un simple placard. C'était une pièce entière remplie de livres. Des étagères du sol au plafond, couvertes de volumes de toutes tailles et couleurs. Certains reliés de cuir doré, d'autres en papier usé. La pièce était si bien cachée qu'on aurait cru un vieux garde-manger. Pas de fenêtres, mais des petites grilles assuraient la circulation de l'air, empêchant l'humidité. Olga resta figée sur le seuil. Elle ignorait totalement que sa grand-mère possédait une bibliothèque. Et encore moins de cette ampleur. Elle avait toujours vu sa grand-mère comme une femme simple, absorbée par les tâches du quotidien. Mais cette pièce racontait une autre histoire, un esprit cultivé, une passion pour le savoir. Olga entra, caressa les reliures. Le cuir craquelé, le papier lisse. L'odeur des livres anciens était enivrante. Elle se sentait transportée. Elle, qui lisait peu, était soudain animée d'une soif de comprendre. Les livres étaient en russe, mais aussi en langues étrangères. Elle reconnut du français, de l'allemand, et même du latin et du grec ancien. Elle en prit un, relié de cuir. Les pages étaient jaunies, mais le texte, limpide. Un ouvrage historique, imprimé au XVe siècle. Elle passa des heures à feuilleter, fascinée. Cette bibliothèque n'était pas une simple collection. C'était un héritage. Un secret que sa grand-mère avait voulu lui transmettre. Poussée par ce mystère, Olga continua d'explorer. Elle descendit à la cave, vaste et étonnamment sèche pour une vieille bâtisse. Dans un coin, elle aperçut une forme recouverte d'une bâche. Curieuse, elle la retira. C'était un ancien coffre-fort en métal, massif, à combinaison. Elle tenta de l'ouvrir. En vain. Aucune idée du code. Un mystère de plus. Puis une idée lui vint. Sa grand-mère n'oubliait jamais les dates d'anniversaire de ses petits-enfants. C'était sa petite manie. Olga essaya la sienne. Un déclic. Le coffre s'ouvrit. À l'intérieur, des lettres, des photos, des carnets, des documents anciens, soigneusement attachés par un ruban. Le cœur battant, Olga comprit qu'elle venait de découvrir quelque chose de précieux. Elle commença à lire les lettres. Dans les mots de sa grand-mère, elle découvrit sa véritable place dans la famille, celle d'héritière spirituelle. Maria expliquait pourquoi Antoine avait reçu l'appartement, il était distant, détaché des valeurs familiales. Les documents confirmaient la valeur culturelle et financière de certains livres. Elle trouva aussi des photos d'elle enfant, dans les bras de sa grand-mère, pleines de tendresse et de confiance. Pour la première fois depuis longtemps, ses larmes ne venaient plus de la douleur, mais d'une prise de conscience. D'une main tremblante, Olga déplia la première feuille. L'odeur du papier ancien et de sa grand-mère lui serra la poitrine. L'écriture, droite, familière, la ramena à l'enfance, quand sa grand-mère lui apprenait à écrire dans un cahier à grands carreaux. « Bonjour, ma chère Olena. Ma petite fille adorée. Si tu lis cette lettre, c'est que je suis déjà loin, dans un monde meilleur. Et tu te demandes sûrement pourquoi les choses se sont passées ainsi. Pourquoi Antoine a eu un grand appartement, et toi une vieille maison perdue au fond d'un village. » Olga se figea, comme foudroyée. C'était comme si sa grand-mère lisait dans ses pensées. Elle connaissait ses blessures, sa déception. Les larmes montèrent, mais Olga les retint, absorbant chaque mot. Crois-moi, ce choix n'a pas été facile. J'y ai longuement réfléchi. Comment être juste? Comment assurer un avenir à vous deux? Puis j'ai compris. La justice est une notion relative. Et le vrai héritage, ce n'est ni l'argent ni la pierre. Ce sont les souvenirs, les racines et le lien avec ceux qui nous ont précédés. Maria écrivait qu'Antoine avait toujours été tourné vers sa carrière, le confort matériel, la réussite en ville. L'appartement à Paris, pensait-elle, lui donnerait l'élan qu'il recherchait. Elle savait qu'Antoine vendrait sûrement l'appartement. C'était son choix, son chemin. Mais toi, Olena, écrivait sa grand-mère, tu es différente. Tu as toujours été plus proche de la terre, de la nature, de l'histoire. Tu ressens le lien avec le passé, avec nos ancêtres. Tu te souviens de ces soirées où nous lisions ensemble de vieux livres? Où je te racontais les histoires de notre famille, de ceux qui ont vécu ici avant nous.
En toi, j'ai vu cette flamme, cet amour pour ce qui est à nous. Tu es capable de préserver notre héritage et de l'enrichir. Olga ravala ses sanglots. Elle s'en souvenait, oui. Ces soirées au coin du feu, sa grand-mère dans son fauteuil à bascule, lui lisant des contes d'un autre temps. L'odeur du papier ancien, le froissement des pages, la chaleur de ses mains. Elle s'y sentait en sécurité. Sa grand-mère poursuivait. La maison de la rivière basse, disait-elle, n'était pas qu'un vieux bâtiment à réparer. C'était un symbole. Celui de leur lignée, de leurs racines. C'était ici qu'étaient nés leurs ancêtres, qu'ils avaient aimés, souffert, vécu. La maison gardait leur mémoire, leur esprit, leur énergie. La bibliothèque que tu as trouvée, écrivait Maria Steanovna, est ma fierté, et ma douleur. J'ai rassemblé ces livres toute ma vie, en rêvant qu'ils finiraient entre les mains de quelqu'un capable d'en comprendre la vraie valeur. Je sais que c'est toi, Olinka. Tu sauras entendre leur voix. Tu comprendras leur sens. Dans une lettre suivante, elle indiquait où trouver les documents prouvant la valeur de certains livres. Des catalogues anciens, des expertises, des courriers de grands collectionneurs et d'historiens réputés. Elle avertissait aussi Olga que l'évaluation et la vente de certains ouvrages pouvaient être complexes et conseillait de faire appel à des spécialistes. Olga consulta les documents. Parmi les pages jaunies, elle trouva des actes de vente, des testaments, des certificats. L'un mentionnait que certains ouvrages avaient appartenu à une famille noble ayant possédé ces terres avant la Révolution. Un autre révélait que plusieurs livres avaient été offerts par l'empereur Alexandre de lui-même. Peu à peu, Olga comprit l'ampleur de son héritage. Ce n'était pas juste une bibliothèque. C'était un trésor d'une valeur culturelle et historique immense. Et désormais, il lui appartenait. Mais ce furent les photographies qui la bouleversèrent le plus. Dans un vieil album, elle découvrit des dizaines d'images d'elle enfant, avec sa grand-mère Maria Steanovna. Là, dans la forêt à cueillir des champignons et des baies. Là, au bord de la rivière, pêchant ensemble. Là encore, dans la cuisine, à faire des tartes, en riant, en parlant. Sur une photo, Olga avait environ 5 ans. Assise sur les genoux de sa grand-mère, elle écoutait un conte. Ses yeux étaient remplis d'émerveillement, son visage rayonnait de confiance et d'amour. Celui de sa grand-mère, de tendresse infinie. À cet instant, Olga s'effondra. Elle ne put retenir ses larmes. Elles coulaient sans fin, brûlantes, lavant en elle l'humiliation, la tristesse, le sentiment d'abandon. Ce n'étaient pas des larmes de désespoir, mais de révélation. Elle n'était pas seule. Elle avait une lignée. Une famille. Une grand-mère qui l'aimait et croyait en elle. Elle comprit alors que ce n'était pas une maison et des livres qu'on lui avait légués. C'était un amour profond. Une sagesse. Une confiance. Sa grand-mère lui avait donné la clé de son propre cœur. Olga s'essuya les yeux, rouvrit l'album. Elle n'y voyait plus des images figées, mais le reflet de son histoire, de sa destinée. Elle savait maintenant que sa place était ici, dans cette vieille maison, dans ce village silencieux. C'est ici qu'elle se retrouverait. C'est ici qu'elle donnerait un sens à sa vie. C'est ici qu'elle serait heureuse. Elle prit une décision ferme. Elle ne vendrait pas cette maison. Cette idée s'imposa en elle, forte, claire, solide. Elle ferait revivre ses murs. Elle resterait à la rivière basse. Et elle y bâtirait sa nouvelle vie. Restaurer la maison dans toute sa splendeur. Pas pour l'argent. Pas pour se venger d'Antoine. Mais pour elle. Pour la petite fille des vieilles photos, accrochée aux mains aimantes de sa grand-mère. Sa première étape fut de trouver un artisan. Les habitants du village, d'abord méfiants, commencèrent à s'ouvrir en voyant qu'elle voulait vraiment redonner vie à la maison oubliée. Une vieille dame nommée Agathe, dont la maison jouxtait celle d'Olga, lui recommanda un artisan d'un village voisin. « Yvon, il a des mains en or, dit-elle. Et il traite les vieilles choses avec une âme. » Yvon parlait peu, mais savait ce qu'il faisait. Après avoir inspecté la maison, il hocha la tête. « Il y a du travail, mais elle est saine. Elle tiendra encore longtemps. » Olga poussa un soupir de soulagement. Ils se mirent d'accord sur un tarif, un calendrier, et les travaux devaient commencer la semaine suivante. Elle s'attaqua ensuite à l'évaluation de la bibliothèque. Consciente de ne pas pouvoir estimer seule la valeur des livres, elle contacta plusieurs librairies spécialisées, à Paris et ailleurs, via Internet. Elle envoya des photos des ouvrages les plus intrigants. La réponse fut rapide, une librairie exprima son intérêt et proposa d'envoyer un expert sur place. 2 jours plus tard, un jeune homme à lunettes se présenta. Il s'appelait Charles. Il examina attentivement la collection, feuilletant les livres, prenant des notes dans un carnet. Olga l'observait, le cœur battant.
Enfin, Charles leva les yeux et sourit. Vous avez un vrai trésor ici. Certains ouvrages sont uniques. Olga retint un souffle. Par exemple, celui-ci, dit-il en montrant un livre relié de cuir avec un blason. Dans cet état, il est extrêmement rare. Il vaudrait combien? Osa-t-elle. Charles hésita un instant puis répondit. Difficile à dire avec précision, mais certainement l'équivalent d'un appartement de 3 pièces à Paris. Le cœur d'Olga s'emballa. Un seul livre. Et il y en avait des centaines. Elle prenait conscience de la valeur immense de son héritage. Charles proposa de l'aider à faire expertiser et vendre les ouvrages, lui expliquant le fonctionnement des ventes aux enchères et les acheteurs privés prêts à payer très cher pour des éditions rares. Olga le remercia, mais demanda du temps. Elle n'avait pas encore décidé si elle allait vendre. Tout? En partie? Ou transformer la maison en musée? Ce jour-là, Olga décida aussi de contacter oncle Pierre, le fils de l'ami de sa grand-mère, mentionné dans une des lettres. Elle trouva son numéro dans un vieux carnet d'adresses, rangé dans le coffre. Pierre fut ravi de l'appel. Il se souvenait d'Olga enfant et parlait avec émotion de Maria Steanovna. « J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de spécial dans cette maison, dit-il. Ta grand-mère était une femme sage. Elle disait souvent, la plus grande richesse, ce n'est pas l'argent, c'est la mémoire. » Olga lui parla de la bibliothèque, des lettres, de ses projets de restauration. Il l'écouta avec attention et proposa son aide. « J'habite loin, mais je peux te conseiller. J'ai des contacts. Je peux te présenter les bonnes personnes, t'aider dans les démarches. » Olga lui en fut profondément reconnaissante. Elle se sentit moins seule. Elle avait un allié, quelqu'un qui partageait son amour pour l'histoire familiale. Le soir même, son téléphone sonna. C'était Antoine. « Salut Olga, dit-il. Alors, comment ça se passe dans ton trou paumé? Très bien Antoine, répondit-elle calmement. Et ton appartement? Ça va, répondit-il, évasif. Écoute, je me disais qu'on s'était peut-être un peu emporté pour cet héritage. Et si on échangeait? Tu me donnes la maison, je te donne l'appart. Olga esquissa un sourire. Tu sais Antoine, j'y ai beaucoup réfléchi aussi. Et j'ai compris que je suis heureuse avec ce que j'ai. J'aime cette maison. Mais y a rien là-bas. Protesta Théil. C'est une ruine. Elle a bien plus de valeur qu'un appartement, répondit-elle. Elle porte la mémoire, l'histoire. Et ça, je ne l'échangerai pour rien au monde. Un silence pesant s'installa. Antoine ne s'attendait pas à cette réponse. Bon, fais comme tu veux, finit-il par dire. Mais viens pas te plaindre plus tard. Je ne viendrai pas, répondit Olga ferme. Et elle raccrocha. Elle regarda par la fenêtre. La nuit était tombée. La maison était calme, chaleureuse. Le feu crépitait dans la cheminée, dessinant des ombres dansantes sur les murs. Olga ressentait une émotion nouvelle. Une liberté intérieure. De la confiance. De la fierté. Elle ne se sentait plus lésée, ni abandonnée. Elle était maîtresse de son destin, de sa maison, de son héritage. Et elle savait qu'elle saurait faire face à ce que la vie lui réserverait. Pour la première fois depuis longtemps, Olga sourit vraiment, sincèrement. Elle se leva, s'approcha de la fenêtre et leva les yeux vers le ciel étoilé. Là-haut, entre les étoiles, elle crut voir le sourire de sa grand-mère Maria Stepanovna. Un sourire qui lui donnait la force d'avancer. Elle retourna près du feu, prit un vieux livre, l'ouvrit à la première page. Et se plongea, ligne après ligne, dans le monde du passé. Le monde de sa famille, un monde qu'Olga commençait seulement à comprendre et à aimer. Elle sentait naître en elle une curiosité nouvelle, pour l'histoire, la littérature, l'art. Elle comprit que sa grand-mère ne lui avait pas seulement laissé une maison et une bibliothèque. Elle lui avait laissé une clé. Une clé pour se découvrir elle-même. Et Olga était prête à l'utiliser. Elle resterait à la rivière basse, restaurerait la maison, étudierait la bibliothèque, apprendrait tout sur sa lignée. Et elle serait heureuse. C'était son choix. Et elle savait que c'était le bon, car il venait du cœur. Olga referma le livre, éteignit la lumière et se glissa dans son lit. Elle s'endormit vite, profondément. Dans ses rêves, sa grand-mère lui souriait et disait « J'ai toujours cru en toi, Alenka. Tu peux tout accomplir. » Et Olga y croyait. Elle pouvait vraiment tout accomplir car désormais, elle avait un but. Et ce but valait plus que tout au monde. Le lendemain matin, elle se réveilla légère, apaisée. Elle sortit sur le pas de la porte et respira l'air pur du village. Le soleil brillait. Les oiseaux chantaient gaiement. Le monde semblait neuf, lumineux, vivant. Olga sourit. Elle était heureuse. Et ce n'était que le début.